Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette playlist si c'est la première vidéo que tu regardes. Si c'est le cas, je te suggère quand même d'aller voir ce que je raconte dans au moins la vidéo de base où je parle du Coran, de la charia et des hadiths parce que c'est quand même un petit peu la base et important à comprendre. Mais là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après avoir parlé du traditionnel et millénaire conflit entre les sunnites et les chiites, il est extrêmement important de comprendre ce qui se joue aujourd'hui au sein du sunnisme. Pourquoi ? Parce que toutes les saloperies terroristes, toutes les métastases dégueu dont nous avons vu la naissance ces 10-20 dernières années, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, viennent les deux du même terreau, viennent du même sunnisme, que l'islamisme aussi vient du sunnisme, et je parle dans une des vidéos suivantes de la différence vraiment très importante à comprendre entre salafisme et islamisme, donc je t'encourage à aller la voir. Et nous, on va donc s'atteler à la question de qu'est-ce qui se passe chez les sunnites. Alors on a un petit peu tendance à analyser le problème comme on analyse un peu tous les problèmes, à savoir via notre prisme occidental et je dirais même en plus français. Le prisme culturel, des lumières comme on dit, fait qu'on voit le conflit au sein du sunnisme comme un combat entre la tradition médiévale, rétrograde, et la modernité de progrès au sein de l'islam. Et comme le veut notre prisme des Lumières, il y aurait les méchants traditionnalistes réacs qui veulent revenir au Moyen-Âge, et les gentils progressistes, parce que globalement, le progrès c'est gentil, la tradition c'est méchant. Sauf que dans le cas précis, ça ne se pose absolument pas comme ça. Il y a bien effectivement deux camps, mais c'est plus compliqué que la tradition méchante et le progressisme gentil, vous allez le voir. On peut pas parler de ça sans un petit peu expliciter ce qu'est l'islam impérial, autrement dit l'islam classique, l'islam sunnite assez traditionnel. Il s'est construit au fil de l'histoire sur une gestion plutôt ouverte en fait de la diversité des religions. Alors effectivement, ce serait pas adapté aujourd'hui, mais disons qu'au Moyen-Âge, les sunnites qui ont conquis tout un tas de régions étaient quand même méga ouverts pour l'époque. Sous les califats, les juifs, les chrétiens vivaient relativement en paix et n'étaient absolument pas persécutés pour leur religion. Ils avaient pas tout à fait les mêmes droits, ils payaient un peu plus d'impôts, mais dans le monde du Moyen-Âge, en fait, c'était pas mal. Donc, au fur et à mesure, cet islam classique, qui a dû gérer une diversité de religions, a construit tout un cadre juridique qui permettait de gérer cette diversité religieuse. Et ça s'est pas trop mal passé pendant les quelques centaines d'années que ça a duré. Évidemment, aujourd'hui, c'est complètement dépassé, c'est totalement inégalitaire, mais il convient de le noter en le remettant en contexte quand même. Et ça s'est pas trop mal passé finalement jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, l'idéal, on va dire, de la gestion de la diversité a laissé la place à l'émergence au sein de la communauté arabo-musulmane d'idéologies moderne. Au début du XXe siècle, ça s'est incarné notamment dans le nationalisme turc, qui, on pourra en dire ce qu'on veut, et même s'il y avait une certaine forme de laïcisation, niveau coexistence avec les autres religions, c'était pas trop ça. Le génocide arménien, c'était un petit peu le coup d'envoi, l'entrée de plein pied dans la modernité internationale de, on va dire, la communauté arabo-musulmane. Donc par rapport aux autres religions, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais même au sein de l'islam impérial, l'islam classique, donc pré-20e siècle, il acceptait aussi la diversité. En islam classique, par exemple, il y a 4 écoles de droit différentes qui sont acceptées complètement comme étant vraies et légitimes, voilà. Ça veut dire concrètement qu'il y a 4 interprétations différentes du Coran qui sont considérées comme acceptées et légitimes, 4 versions de la loi divine, 4 interprétations différentes de la parole de Dieu, 4 versions de la charia, bref, en mode 4 évangiles alors qu'il y a un seul Christ. Alors bien sûr, si au fil des siècles il y a eu des guerres et des violences, le courant qui s'est imposé comme majoritaire au fur et à mesure, c'est un courant qui finalement, à chaque fois à remettre en contexte de l'époque, bien sûr, mais qui était plutôt modéré et tolérant. C'est le courant acharite qui va expliquer pourquoi il y a des trucs qui se contredisent au sein de l'islam. C'est parce que pour eux, il n'y a pas un truc vrai et un truc faux. Là encore, je comprends à quel point ça va être complexe à comprendre parce que on est à mort dans notre prisme des Lumières où il y a une vérité scientifique prouvée versus quelque chose qu'on croyait qu'était vrai jusqu'au moment où on prouve que c'était faux. Sauf que dans l'islam impérial, dans toute la civilisation arabo-musulmane, le monde n'est pas décomposé entre les trucs vrais d'un côté et les trucs faux de l'autre. Il y a en fait
tenez-vous bien, 5 niveaux de réalité. Je vais vous donner un exemple parce que je comprends que là, c'est pas du tout concret et je suis même pas sûre moi-même d'avoir bien saisi l'idée. Mais en gros, il y a la réalité concrète d'un objet qui va pas être la même chose que la réalité d'un rêve. Et oui, par exemple, je sais pas, le livre que tu tiens dans tes mains, c'est pas le même niveau de réalité que le livre que tu vois dans un rêve. Voilà, c'est des niveaux de réalité différents. Ça n'empêche pas que les deux sont vrais. Et ça, c'est pas non plus le même niveau de réalité que la réalité, on va dire, d'une image, la réalité symbolique, par exemple, de quelque chose. Si tu me dis que tu lis en moi comme dans un livre ouvert, et ben le livre, c'est pas le même niveau de réalité que le livre dont tu es arrivé ou le livre que je peux tenir entre mes mains. Et dans la tradition majoritaire, dans l'islam impérial traditionnel, il y a 5 niveaux de réalité qui sont considérés comme légitimes, qui sont considérés comme vrais, qui sont considérés comme acceptables. C'est bizarre, hein? Et dans la tradition de l'islam classique, de l'islam impérial, sont considérés comme musulmans les gens qui acceptent le Coran et la parole de Dieu comme vrais sur un de ces 5 niveaux, au moins. Le sens littéral du Coran que revendique Daesh, dont Daesh revendique la propriété, c'est seulement un des 5 sens possibles du Coran. Oui, je sais, ça paraît complètement hallucinant en fait, mais c'est comme ça que c'est conçu. Voilà. Et on ira plus loin parce que selon la même tradition islamique impériale, s'imaginer qu'il est possible d'interpréter tous les textes, et le Coran y compris, littéralement, c'est juste une illusion. Parce qu'en fait, pour comprendre les textes, pour comprendre le Coran, tu as besoin de 5 niveaux de réalité. Je sais plus dans quel niveau de réalité je suis là. Alors donc, à toutes les époques, il y avait déjà des gens qui considéraient qu'il fallait tout prendre littéralement, genre au pied de la lettre. Et quand je parle de diversité et d'acceptation et de tolérance, ça ne veut pas dire non plus que les gens qui prêchaient pour l'islam impérial se privaient d'exclure les courants qui les arrangeaient pas de l'islam non plus, hein, attention, hein. Alors, on va revenir sur le cas de la lapidation pour adultère, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo ou la deuxième vidéo de cette playlist, pour expliquer un truc. C'est que la loi, le cadre légal en islam, n'est pas quelque chose de prédéfini et ensuite qu'on applique. C'est un truc qui s'est construit au fil des siècles par l'expérience, suivant les cas qui se sont présentés. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, en fait. Et ça a vocation, ça a pour but de conserver une certaine forme d'équilibre. On l'a déjà dit dans une des vidéos précédentes, mais la lapidation pour adultère n'est pas inscrite dans le Coran. C'est dans certains hadiths qu'elle est préconisée, mais cette loi dont on parle vient en fait de la pratique. Et en l'occurrence, la lapidation qui punit les femmes pour adultère n'a été, sur les 4 siècles qu'a duré l'Empire ottoman, pratiquée qu'une seule fois à Istanbul, et les chroniqueurs musulmans qui rapportent ce truc-là, qui rapportent avoir assisté à la lapidation d'une femme pour adultère, sont méga horrifiés par ce truc-là. Et la doctrine juridique qui est sortie de cette observation et de ces rapports, sans mauvais jeu de mots, est que certes, la lapidation pour adultère existe, mais il faut que l'adultère soit prouvé. Et là, on arrive encore à un truc au-delà, c'est que pour le prouver, cet adultère, selon la jurisprudence islamique qui a été tirée de cette expérience, il faut au minimum 4 témoins oculaires. Mais genre 4 témoins qui étaient là au moment de la pénétration, hein. Sinon c'est pas une preuve. Donc dans les faits, c'était un peu quasi impossible à prouver. Encore une fois, je ne cherche pas à justifier des lois qui, à moi, me semblent quand même assez... On peut en discuter au moins, hein. Mais c'est pour apporter aussi de la nuance, parce qu'on entend souvent que dans l'islam, il serait écrit que toute femme adultère doit être lapidée. Non, de fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, évidemment, quand il y a des gens qui essayent de te prouver que l'islam est pacifique, et tolérant, et gentil, c'est cet islam-là, l'islam classique, impérial, qui est pris en exemple pour prouver ça. Le problème, c'est que depuis pas si longtemps, cette interprétation, hein, on va le dire comme ça, de l'islam, elle est plus du tout hégémonique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout majoritaire au sein du monde musulman, parce qu'il y en a un autre qui est apparu. Et c'est ce truc-là qui est qualifié de moderne, et vous allez le voir, ce courant moderne, n'a rien à voir avec la soi-disant modernité actuelle, ça n'a rien à voir avec le progressisme, ni avec les droits des LGBT et les cheveux bleus. Pour résumer brièvement la situation,
au 19e siècle, cet islam, dont on a parlé jusqu'ici, l'islam impérial classique, voilà, qui faisait référence au sein de la communauté musulmane dans le monde entier, a commencé à être accusé d'être responsable de la décadence de toute la civilisation arabo-musulmane par rapport à l'Occident. Et oui, parce que à cette époque, les développements technologiques, techniques, scientifiques se sont surtout passés au sein du monde occidental, avec notamment la révolution industrielle, qui a donné aux pays occidentaux une supériorité flagrante dans ces domaines, ainsi qu'une supériorité militaire de l'Occident qui a mené à la colonisation de plein de territoires du monde musulman. Il faut le savoir, au Moyen-Âge, la civilisation musulmane a apporté plein de trucs qu'on utilise encore aujourd'hui en termes de science et de technique. C'est une civilisation qui était considérée comme extrêmement avancée, comme extrêmement brillante. Les universités, les maths, la médecine, la pharmacologie, les systèmes d'écoulement des eaux usées, les bibliothèques et même les textes antiques des Grecs anciens ne seraient pas disponibles aujourd'hui dans nos pays si la civilisation arabe du Moyen-Âge ne les avait pas fait traduire dans une langue compréhensible par les Européens, par des traducteurs juifs souvent en plus. Donc, au sein de l'islam, quand la puissance et la prospérité de l'Occident sont devenues totalement évidentes, a commencé à fleurir l'idée que c'était peut-être l'islam impérial qui était la cause de la décadence, que cet islam impérial n'avait pas fait son boulot, bref, que la civilisation islamique, qui avait été en avance pendant des siècles, était là, du coup, et d'un coup, en retard. Et quand un vieux truc, une idéologie, un système vieux de plus d'un millénaire ne veut pas se réformer, qu'est-ce qui se passe ? Y a des mouvements qui s'inscrivent dans la modernité, qui veulent, eux, réformer, qui apparaissent. Alors parmi ces mouvements, il y avait des mouvements qui voulaient que l'islam se rapproche de la manière de faire de l'Occident, de la modernité telle qu'on la conçoit nous, et d'autres qui promouvaient un retour aux sources de l'islam. Un islam qu'ils voyaient alors comme dévoyé et décadent, pas pur par rapport à celui des origines. Et c'est à ça qu'aspirait à l'époque un mouvement qui s'appelait le salafisme. Vous voyez, c'est pas un truc qui date juste d'aujourd'hui, mais le salafisme c'est pas non plus une conception qui est vieille comme l'islam lui-même. En gros, les salafs voulaient revenir à un islam des 3 premières générations musulmanes après le prophète, qu'ils considéraient comme pur, comme pas dégradé, comme puissant et capable de tout un tas de conquêtes, parce que pour les salafs, tout ce qui s'était construit après, que ça soit les systèmes juridiques ou l'organisation politico-sociale de la société qui intégrait la diversité religieuse, donc tout ça c'était impur, c'était la décadence qui avait mené au désastre et à la faillite de l'islam. En gros, ils prônaient une sorte de retour à l'âge d'or de la communauté de Médine. Toujours la ville, toujours pas le chanteur. Donc, à la fin du 19e siècle, cette volonté de revenir à un âge d'or perdu, largement fantasmé, est concomitante avec la volonté de moderniser l'islam. Et c'est là le paradoxe du truc. Revenir à la pureté des origines pour entrer dans la modernité. Le truc, c'est que sur son chemin, ce courant salafiste va croiser la route d'un courant hyper minoritaire, hyper rigoriste, hyper littéraliste, avec une interprétation extrêmement stricte de l'unicité divine, un courant hyper sectaire qui condamnait pour apostasie tous les musulmans qui étaient pas d'accord avec eux, en gros, ça faisait beaucoup de monde à l'époque, et ce courant s'appelait le wahhabisme. Le truc, c'est que le fondateur du wahhabisme a fait à l'époque une alliance politique avec le chef d'une tribu qui s'appelait Ibn Saoud, oui, le même gars qui a donné son nom à l'Arabie Saoudite. Et bref, avec ce mec, ils partent à la conquête de l'Arabie, ce qui donne en 1932 la fondation de l'Arabie Saoudite et les débuts de la dynastie saoudienne, sur la base donc de cette approche théologique hyper stricte, hyper, on va le dire, sectaire et rigoriste. Et donc, la jonction du salafisme avec le wahhabisme, à la faveur de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979, je vous avais dit qu'il y avait plein de trucs géopolitiques qui étaient impliqués dedans, ça va rencontrer un écho de ouf dans la communauté musulmane mondiale. Et le djihad, donc la guerre sainte, va permettre de rassembler derrière le drapeau de l'Arabie Saoudite une immense communauté de musulmans à l'échelle mondiale, dont des gens d'ailleurs avec énormément d'influence au sein de l'islam. Derrière ça, donc, une idéologie wahhabo-salafiste à la fois hyper sectaire, hyper rigoriste et en même temps ancrée dans la modernité, qui représente la modernité contre la tradition.
L'Arabie Saoudite, comme on l'a dit, qui possède beaucoup de pétrole, dispose en plus de ressources financières quasi illimitées. Et à partir des années 80-90, l'Arabie Saoudite va commencer à mettre en place, grâce à ses ressources illimitées, tout un tas d'organes de propagande pour convertir les musulmans du monde entier à leur vision de l'islam. Vision sectaire et rigoriste donc. Ils vont aussi créer des universités pour former des intellectuels, des cadres, des imams à prêcher cet islam-là. Et en quelques années, un truc qui était juste un petit courant sectaire, totalement marginal et minoritaire, ça commence à devenir un sérieux concurrent pour ceux-là même qui les prenaient de haut depuis des décennies. Et j'en reviens au problème avec nos analyses, c'est qu'on a tendance à se dire que le salafisme est ancien, qu'il est traditionnaliste, qu'il est moyenâgeux. Alors que c'est le courant qui se revendique justement comme moderne face à la tradition. Loin d'être un mouvement conservateur, en fait, c'est plutôt un mouvement progressiste. Encore une fois, pas progressiste au sens des idées, mais au sens où il cherche à complètement dynamiter le passé et l'héritage de l'islam classique pour faire du neuf. Rien à battre de la culture, ils reviennent à la religion, qu'ils considèrent comme pure, bien que, on est bien d'accord, ce soit complètement du domaine du fantasme, comme toute idéologie qui fantasme un retour à un âge d'or passé, de toute façon. Mais genre là, ça va jusqu'au point où ils se mettent à rêver que tous les musulmans, ils soient que musulmans. Pas des gens avec des nationalités différentes, des goûts, des hobbies, des jobs différents. Non, juste musulmans. Alors pour vous donner un exemple, mais c'est le truc le plus absurde du monde, c'est qu'il y a des textes qui disent que le prophète Mahomet mangeait vachement de pastèque parce qu'il aimait bien ça. Alors, il y a des salafistes qui mangent de la pastèque à tous les repas. Et il y a d'autres textes qui disent que Mahomet, en fait, il mangeait pas de pastèque. Alors du coup, il y a d'autres salafistes qui disent qu'il faut interdire d'en manger. Et du coup, ça donne un débat complètement absurde pour savoir s'il faut manger de la pastèque ou pas. Ça va loin. Alors, globalement, les salafistes, ce qu'ils aiment pas, c'est la diversité, de toute façon. Pour eux, c'est même pas envisageable que l'islam classique ait pu admettre des pratiques, des opinions différentes. Encore moins envisageable qu'ils aient pu avoir 4 écoles de droit, les trucs dont on a parlé tout à l'heure. Pour eux, la loi, elle est unique, et elle doit être très claire. Donc ils partent sur un principe littéraliste où il suffit d'ouvrir le Coran, tout prendre au pied de la lettre, puis c'est bon. Vous savez comme moi que la vie ne fonctionne pas comme ça, mais là on est en train de parler d'un raisonnement pur fanatique. Pas en termes, c'est pas pour le juger, mais c'est que vraiment ça c'est du domaine du raisonnement de fanatique. En gros, pour eux c'est clair, il y a une loi, c'est comme ça, c'est évident, puis tous ceux qui sont pas d'accord sont hors humanité. Donc, c'est pas l'islam qui interdit d'interpréter les textes, c'est le salafisme qui, malheureusement, et à la faveur des circonstances politiques, s'est imposé dans les esprits en quelques dizaines d'années comme le vrai islam. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit que tous les musulmans étaient en quelques décennies devenus des salafistes, sinon on serait quand même pas dans la merde, mais il a gagné en influence et en importance à une vitesse ahurissante contre une tradition musulmane qui datait de 1400 ans. Alors ça se fait pas sans remous, sans conflit au sein de l'islam, on est d'accord, puisqu'il y a plein de traditions qui sont pourtant musulmanes, qui sont vues par les salafistes comme impures et juste de la trahison. Le soufisme notamment, qui est pour le coup véritablement un courant pacifique et plutôt spirituel, ça c'est tout est condamné. Le soufisme est condamné, les traditions soufis sont condamnées par les salafistes. Genre célébrer les fêtes anniversaires du prophète, ils pensent même pas, c'est pas possible. Puis les fêtes des différents saints de l'islam, c'est pareil, c'est du polythéisme là pour les salafistes, c'est le pire crime. Parce que oui, traditionnellement, le polythéisme, à savoir avoir plusieurs dieux, vénérer plusieurs divinités, c'est le pire crime par rapport aux autres religions comme le christianisme ou le judaïsme, puisque ce sont des religions du livre, monothéistes avec un seul dieu, et donc, là, ils peuvent s'identifier plus. Ceci dit, pour les salafistes, c'est toujours de la merde. Et on n'en a pas fini, puisqu'il y a un problème qui vient se rajouter là-dessus, et un problème qui est politique. Parce que c'est pas parce que beaucoup de salafistes n'en ont strictement rien à battre du politique, et qu'ils prônent fondamentalement la soumission aux autorités légitimes, parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux religieux, qu'il n'y a pas certains petits groupes qui vont pas chercher à l'utiliser. Dans les années 70-80, il y a pas mal de régimes arabes qui sont, ou pas d'ailleurs, en conflit ouvert avec l'Occident. Ils vont voir d'un bon œil l'arrivée de groupes d'obédience plus ou moins salafistes, politisés, comme par exemple les frères musulmans. Sur la question de la distinction entre salafisme et islamisme, parce que les frères musulmans seraient plutôt des islamistes, mais du coup, ça, je vous renvoie à la vidéo
suivante qui s'appelle salafisme versus islamisme, l'importance des mots, où je détaille un petit peu plus ça, mais là j'essaye de faire court et c'est déjà assez long comme ça. Mais bref, du coup, à chaque fois qu'il y a des groupes qui vont prendre les armes pour un but politique, ça va être des groupes issus du salafisme, hein, en Égypte en 1980, où ils font assassiner le président, mais aussi beaucoup plus récemment et beaucoup plus connus aussi, des groupes comme Al-Qaïda et Daesh. C'est même pas en fait la question de savoir si le salafisme est violent ou pas, c'est que de toute façon, il crée les conditions de la violence. Alors en tant qu'observateur de ça, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment fidèles à l'âge d'or? Est-ce qu'ils sont vraiment fidèles à la tradition islamique des origines, ces gars-là? Évidemment non, hein. Déjà parce que c'est tout simplement pas parce que t'imites le passé que tu vis vraiment dans le passé. J'aime bien me déguiser en viking, c'est pas pour ça que je vis chez les vikings. Et le truc, c'est que tu ne peux être grand que quand tu acceptes que tu vis dans ton époque aussi. Et une civilisation, c'est quand elle est pas obsédée par son petit nombril et par un retour en arrière et par un passé soi-disant glorieux, mais qui relève surtout du fantasme qu'une civilisation peut être brillante. Et alors bon, déjà, ça du coup, ce serait déjà grave, hein, que les salafistes, fassent juste ça, mais ça s'arrête même pas là, parce que en plus, l'islam des origines, il est totalement vague, on ne le connaît pas, du coup, il y a très peu de textes, en fait, qui expliquent ce que c'est, donc en fait, là, on peut vraiment parler de gros fantasmes de ouf, hein. Donc, quand on dit que l'islam est forcément violent, littéraliste, intolérant, en fait, ça va paraître contradictoire, mais en disant ça, on fait le jeu des salafistes, parce qu'en disant ça, on souscrit à leur thèse à eux. On définit le monde comme eux le définissent et comme ils veulent que nous on le définisse aussi. Quand on dit tous les musulmans sont forcément d'accord avec Daesh parce que par essence ils pensent tous ça à divers degrés, on reprend la vision du monde que les salafistes ont voulu imposer au monde entier. Pour résister à ça, il faut continuer à dire que l'islam ce n'est pas que le salafisme. Par contre, il faut aussi admettre que le salafisme et cette vision-là du monde sont bel et bien réels. Il faut admettre que le salafisme est un visage de l'islam. Pas le seul, mais qu'il est là. Donc ce à quoi, en fait, on assiste aujourd'hui, et ce dont on est victime aussi aujourd'hui, en tout cas directement ou indirectement, c'est au fond une crise de l'islam qui peine à trouver son évolution Pokémon, quoi. Cette crise, elle s'articule en gros autour d'une lutte entre ces deux visions de l'islam dont on vient de parler, l'islam classique, impérial, et le salafisme en gros. Et cette lutte-là, c'est une lutte pour définir ce qu'est le vrai islam et l'imposer à l'ensemble de la communauté musulmane et l'imposer aussi par extension au monde entier. Alors l'islam classique a longtemps été hégémonique, en plus de 1000 ans quand même. Il était en position de force par rapport au salafisme qui était dès ses débuts condamné comme une hérésie. Le truc c'est que force est de constater qu'aujourd'hui le salafisme est un putain de sérieux challenger. Parce qu'il conteste au sein de l'islam, il conteste à l'islam classique, millénaire, le monopole de la définition de ce qu'est l'orthodoxie islamique, à savoir de définition de l'islam lui-même. Et chez beaucoup de gens, c'est malheureusement même ce salafisme-là qui est en train de devenir le courant principal, le courant majoritaire de l'islam. Alors c'est comme pour toutes les idéologies, il y a un moment où le monopole de la définition du monde n'appartient plus à un courant, mais où il y a des challengers, où en fait c'est la définition du réel, c'est la capacité à expliquer, à nommer le réel qui est en dispute. Et comme souvent dans ces cas-là, un challenger sérieux peut réussir à prendre le pas et à définir le monde tel qu'il le conçoit. Et le salafisme aujourd'hui, c'est ce challenger-là au sein de l'islam, et c'est pourquoi il est d'autant plus important que nous, les non-musulmans, que nous comprenions exactement, précisément ce qui est en train de se jouer pour justement ne pas faire leur jeu, ne pas faire le jeu des salafistes en leur donnant le monopole de la définition de ce qu'est l'islam. Les musulmans, pour la plupart, ne choisissent pas un camp dans ce contexte, en fait. Par contre, ils subissent l'influence du salafisme, c'est vrai. Forcément, le salafisme est en train de prendre une place et une influence de plus en plus importante, donc c'est normal que ça affecte les musulmans. Il y a énormément de musulmans qui ne se reconnaissent même pas dans le salafisme, qui le rejettent, mais qui ont limite déjà adopté la manière de penser que les salafistes ont voulu leur imposer. Pas parce qu'ils sont d'accord avec les salafistes, mais parce qu'ils ont presque accepté que les salafistes au fond seraient plus purs qu'eux, seraient plus musulmans qu'eux. Et du coup ces gens, même s'ils rejettent le salafisme, ils vivent quelque part avec une mauvaise conscience, avec une culpabilité du fait qu'ils ont choisi une voie qui est préférable au salafisme, parce que c'est pas une idéologie sectose de fanatiques de merde, mais que quelque part c'est une voie qui est aussi moins fidèle à l'islam. Et du coup, ce à quoi on assiste et ce qui est en train de se jouer depuis plusieurs décennies, c'est un rapport de force
entre plusieurs conceptions du monde musulman, entre plusieurs conceptions de l'islam. Et force est de constater que dans pas mal d'esprits, musulmans ou non musulmans, le salafisme a limite déjà gagné dès l'instant où on accepte que l'islam correspond, par essence, à la définition qu'en donnent les salafistes eux-mêmes. Si les mecs ils arrivent à définir la réalité, ils sont bien partis pour gagner. Et alors comme en face, on a un islam classique qui n'est pas du tout capable de répondre aux questions posées par la modernité, qui touche aux limites de ce qu'il peut évoluer, parce qu'il est prisonnier de schémas idéologiques qui sont hérités de plus de 1000 ans d'histoire, le discours tenu par les tenants de l'islam classique, il est de moins en moins en accord avec le réel sur tout un tas de questions, que ce soit des questions de démocratie, des questions de droits des femmes. Donc l'islam classique, qui à la base collerait plus avec ces valeurs-là, ces valeurs de démocratie et de droits des femmes, il a du mal à apporter des réponses précises à ces questions, parce que pour ce faire, il aurait besoin d'évoluer. Les salafistes, eux, ils apportent une réponse extrêmement claire à ces questions-là. C'est fuck la démocratie, fuck les droits des femmes, et fuck les droits de l'homme, globalement. Donc c'est plus direct, c'est plus simple à comprendre. Et de l'autre côté, t'as des tenants d'un islam classique qui pourraient essayer de se battre contre ça, mais qui est juste incapable d'apporter des réponses claires aux enjeux qui se posent dans le monde réel d'aujourd'hui, parce qu'ils vont être incapables de sortir des réponses qui datent d'il y a des siècles sur des questions qui se posent même plus. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que cet islam traditionnaliste a peur d'innover, il est conservateur, mais sa tétanisation, le fait qu'il soit en état de sidération, genre on bouge plus, on fait quoi, qu'est-ce qui se passe, ça fait que tout l'espace de l'innovation, il est laissé au salafisme. Et c'est ça le problème au fond, c'est que quand on dit que l'islam doit se moderniser, c'est que la modernisation de l'islam, elle est arrivée via le salafisme. Et c'est peut-être pas du coup dans la modernisation ou dans la modernité que la réponse est à chercher, mais finalement dans l'apaisement vis-à-vis des traditions. Et malheureusement, en fait, en tant que non-musulmans, nos capacités à leur dire ce qu'ils doivent faire sont plutôt limitées. Tout ce qu'on peut faire là aujourd'hui, c'est assister, impuissant, et parfois en payer les conséquences via le terrorisme, à la croissance exponentielle et terrible d'un salafisme ultra-violent et sectaire dans une lutte qui se joue d'abord au sein de l'islam. Les différents États peuvent avoir un rôle à jouer pour combattre ça, mais de fait, là, nous, en tant que non-musulmans, on assiste au truc et on en paye le prix directement ou indirectement. Parce que si c'est un combat qui a lieu d'abord au sein de l'islam, avec la main qui est aux salafistes, on peut pas nier que les non-musulmans dans les pays occidentaux en sont aussi victimes. Et la pensée héritée des Lumières qu'on a, qui veut croire à un islam respectueux de la diversité, pacifique, apaisé, tolérant, moderne, laïque, en fait, il existe dans la tête de beaucoup de gens, qu'ils soient musulmans ou pas, mais face au rouleau compresseur et à la toute-puissance des idées salafistes, en fait, il pèse pas grand chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi, ça m'a été très 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 utile d'y réfléchir. Ça pose tout un tas de questions qui sont effectivement politiques, qui posent aussi tout un tas de questions géostratégiques et diplomatiques qui nous concernent directement, celles-là, puisqu'on n'a pas à dire à l'islam ou aux musulmans comment ils doivent faire évoluer leur religion. Par contre, il y a plein de questions attenantes auxquelles peut-être nos dirigeants pourraient répondre. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'ils s'attellent à comprendre le phénomène, et du coup, j'espère qu'il y en a au moins un qui regarde ceci. Donc voilà, c'était un aperçu, pas très bref, j'en suis désolée, mais au moins on a à peu près tous les éléments. Ce sera à chacun d'en tirer ses propres conclusions, mais je pense que c'est des trucs qui sont quand même essentiels à connaître avant justement d'en tirer des conclusions. Voilà, la prochaine vidéo va s'atteler à la question de salafisme ou islamisme, l'importance des mots, parce que quels mots on utilise pour qualifier l'un, pour qualifier l'autre, parce qu'on va voir que c'est pas du tout la même chose, et que la distinction est extrêmement importante. Donc je vous dis à tout de suite ou à un petit peu plus tard, et puis bien sûr, prenez soin de vous.